Bienvenue dans cette toute dernière vidéo sur le chapitre de l'environnement. Si tu as vu les vidéos précédentes, tu te souviens que j'ai présenté les différents instruments dont disposent les pouvoirs publics pour lutter contre le changement climatique. On a vu également que ces instruments avaient tous des avantages mais également des inconvénients. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'ai posé la question fondamentale, c'était de savoir pourquoi, malgré tous ces instruments, l'action publique pour l'environnement reste encore inefficace. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus des limites et des inconvénients que je t'ai parlé dans les vidéos précédentes, les instruments dont disposent les pouvoirs publics peuvent se heurter au niveau national et local au dysfonctionnement de l'action publique elle-même. Petit rappel, l'action publique désigne l'ensemble des actions engagées par les pouvoirs publics pour répondre à un problème mis à l'agenda politique. Notre problème ici, c'est le changement climatique. À l'échelle nationale et locale, les instruments se heurtent à des dysfonctionnements de l'action publique. Donc dans cette partie, on va montrer que les actions engagées par les pouvoirs publics pour régler le problème du changement climatique ne marchent pas toujours. Et ce phénomène s'explique par trois arguments. Déjà, l'action publique peut être inefficiente. On parlera alors d'inefficience de l'action publique lorsque les coûts associés à la mise en œuvre d'une politique sont nettement supérieurs à ceux initialement prévus, ce qui peut entraîner une remise en question ou un ralentissement du projet. Si tu prends par exemple les coûts de démantèlement des installations nucléaires en France mises en œuvre par EDF, les coûts ont énormément augmenté, bien au-delà des estimations qui avaient été faites. On peut prendre par exemple le réacteur Superphénix. Le coût était estimé à 1308 millions d'euros en 2012 et l'estimation de 2018 montre que le coût sera de 1740 millions d'euros. On peut ensuite dire que l'action publique est ineffective. Cela signifie que certaines décisions prises par les pouvoirs publics ne sont pas forcément suivies d'actions concrètes. Ça peut se produire lorsque les décrets d'application d'une loi ne sont pas publiés ou lorsque les directives européennes ne sont pas transposées au niveau national dans les délais requis. La France, par exemple, a été condamnée en octobre 2019 par la Cour de justice de l'Union européenne pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin de se conformer à la directive européenne sur la qualité de l'air. Et finalement, l'action publique peut être inefficace. Concrètement, ce sont des situations où, malgré la mise en place de mesures, les résultats obtenus ne correspondent pas aux objectifs fixés. Ça peut s'expliquer par la présence de beaucoup d'exceptions ou exemptions qui finissent par nuire aux objectifs de la législation. C'est notamment le cas de la taxe carbone. Beaucoup de secteurs bénéficient de régimes fiscaux spécifiques comme l'aviation ou les poids lourds. Et finalement, si tu enlèves l'aviation et les poids lourds, la taxe carbone, elle a une efficacité qui est vachement réduite. L'inefficacité peut aussi venir de la résistance des acteurs concernés. Ça a notamment été le cas pour l'écotaxe poids lourds. La loi a été abandonnée à cause de l'opposition des transporteurs. Mais il ne faut pas oublier que les enjeux environnementaux sont mondiaux. Si l'action publique en faveur de l'environnement rencontre des contraintes à l'échelle locale et nationale, les contraintes internationales freinent également les négociations et les accords internationaux. Après avoir vu les freins locaux et nationaux à l'action publique en faveur de l'environnement, on va à présent s'intéresser aux freins internationaux. Et on va s'attaquer à deux points, les stratégies de passagers clandestins et les inégalités de développement entre les pays. Donc les efforts des pouvoirs publics pour combattre le changement climatique se heurtent souvent à des contraintes liées aux stratégies de passagers clandestins. Ce qu'il faut savoir, c'est que le climat est un bien collectif car il est non rival et non excluable, c'est-à-dire que la qualité du climat bénéficie à tous, donc c'est un bien non rival, sans que les agents économiques aient nécessairement fait l'effort de préserver le climat ou de le protéger. C'est un bien non excluable. Cette caractéristique conduit à des situations où certains agents économiques, y compris les États, choisissent de ne pas participer activement à la lutte contre le réchauffement climatique car ils espèrent bénéficier des efforts des autres sans avoir à en supporter les coûts. Et ça, c'est ce que l'on appelle la stratégie de passagers clandestins. Et sur la scène internationale, cette stratégie se traduit par le refus de signer des accords internationaux ou encore de refuser de limiter ses émissions de gaz à effet de serre. Mais cette stratégie pose problème, comme tu t'en doutes, car si tous les acteurs décident d'adopter une stratégie de comportement clandestin, les efforts nécessaires pour protéger le climat ne seront pas réalisés, menant à une dégradation continue de la qualité de l'environnement. Et ça pose un réel problème dans les négociations internationales sur le climat, car l'engagement de tous les pays est nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On peut citer, prenons un exemple, disons, Donald Trump. Donald Trump qui a retiré les États-Unis de l'accord de Paris car il ne voulait pas supporter les coûts de la lutte contre le changement climatique. Mais par contre, il espérait que les autres pays le fassent à sa place. En retirant les États-Unis d'un tel accord, Donald Trump a grandement limité l'impact de l'accord de Paris sur le changement climatique. Un autre aspect de cette stratégie de passagers clandestins, c'est le risque de fuite carbone. Si un pays ou une région comme l'Europe
impose un prix élevé sur le carbone dans le but de réduire les émissions, les entreprises fortement émettrices de CO2 pourraient être tentées de délocaliser leur production vers des pays où les contraintes environnementales sont moins strictes. Non seulement cela n'aura aucun impact positif global sur les émissions de gaz à effet de serre, mais ça pourrait également pénaliser l'économie du pays ou de la région imposant la taxe carbone sans apporter les bénéfices environnementaux escomptés. Du coup, ça sert à rien. Ces contraintes soulignent donc l'importance d'une action coordonnée au niveau mondial et d'une implication de tous les acteurs pour combattre efficacement le changement climatique. Elles mettent en lumière la nécessité de trouver des solutions qui encouragent la participation de tous afin de surmonter les défis posés par les stratégies de passagers clandestins et d'assurer un avenir durable pour les générations présentes mais également futures. Mais ce n'est pas la seule contrainte rencontrée. Les pays sont inégalement développés, ce qui peut freiner l'efficacité de l'action publique en faveur de l'environnement et c'est ce qu'on va voir maintenant. L'action publique en faveur de l'environnement se heurte à d'importantes contraintes dues à l'inégal développement des pays. Cette disparité impacte significativement la capacité et la volonté des nations à contribuer à la lutte contre le changement climatique. La répartition des coûts d'une politique ambitieuse de réduction des émissions de CO2 est au cœur des débats internationaux. Tous les pays n'ont pas contribué de manière égale aux émissions historiques de gaz à effet de serre. Les inégalités de développement renforcent l'inaction internationale avec des accords de préservation du climat qui sont souvent non contraignants ou qui sont insuffisants tout simplement. Les pays en développement argumentent que les nations industrialisées en tant que principaux émetteurs historiques de gaz à effet de serre portent une responsabilité majeure dans le réchauffement climatique. Selon eux, ces derniers devraient assumer la majorité des efforts de réduction. C'est ce que tu peux voir sur cette vidéo des Échos. En 1960, c'était l'Europe, l'Allemagne et les États-Unis qui émettaient le plus d'émissions de CO2. La Chine est arrivée bien plus tard, vers les années 2000. Et sur ce graphique, tu peux voir que l'Europe, en effet, historiquement, est l'un des plus gros pays émetteurs de gaz à effet de serre. Inversement, les pays développés soulignent l'importance de la participation des grands émetteurs actuels, tels que la Chine et l'Inde, dans les efforts de lutte contre le réchauffement. Cependant, ces pays émergents réclament le droit de se développer à leur tour et considèrent comme injuste et inacceptable l'imposition de contraintes qui freineraient leur développement économique. Si on prend le protocole de Kyoto en 1997, il imposait aux pays signataires une réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mais cette réduction ne s'appliquait qu'aux pays industrialisés. Par contre, l'accord de Paris de 2015 s'applique à tous les pays signataires, qu'importe leur niveau de développement. Mais les pays en voie de développement disposent quand même de plus de temps pour réduire leurs émissions et ils bénéficient également d'un fonds d'aide à la transition écologique de 100 milliards d'euros par an, financé par les pays développés. Trop sympa les mecs. La question du partage juste des efforts est donc une véritable question sur la scène internationale. Qui est responsable du changement climatique? Qui doit en assumer les coûts? Tout le monde ou seulement les responsables historiques? Pourquoi les pays industrialisés devraient demander aux pays en voie de développement de faire des efforts alors qu'ils en ont bien profité avant pour se développer? Les pays en développement mettent en avant leur droit à la croissance économique et soulignent la responsabilité historique des pays développés, tandis que les pays développés, eux, insistent sur l'urgence d'une action collective face au changement climatique. Personne ne peut s'entendre dans l'histoire. En résumé, les contraintes liées à l'inégal développement des pays constituent un obstacle majeur à l'action publique environnementale efficace. Il faut trouver un équilibre qui respecte à la fois le besoin de développement des pays émergents et l'impératif de préservation du climat demeure un défi central des négociations internationales sur le climat. Donc il y a plusieurs freins à l'action publique en faveur de l'environnement. Déjà les dysfonctionnements au niveau local et national, où on a vu l'inefficience de l'action publique, l'effectivité et l'inefficacité de l'action publique. Ensuite il y a aussi les contraintes internationales, avec les stratégies de passagers clandestins et les inégalités de développement entre les pays qui posent problème pour se mettre tous d'accord sur comment on fait pour lutter contre le changement climatique. Et voilà, c'est déjà la fin de cette série de vidéos sur le chapitre de l'environnement. J'espère que ça t'aura aidé à comprendre ou tout simplement à réviser. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser en commentaire. On est également sur Instagram et sur TikTok. On essaye un maximum de répondre à nos DM, donc n'hésite pas si tu as des questions à venir là-bas aussi. En plus, on est en train de faire du très lourd pour le baccalauréat, donc n'hésitez pas à foncer. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle série de vidéos. Ciao!